Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour écouter Gilles Kepel ce soir. Alors, je vais, pour présenter cette soirée, vous donner quelques éléments sur l'action que nous conduisons comme libraire. C'est vrai que libraire a un rôle, la librairie a un rôle important comme diffuseur des livres, mais aussi diffusion de leur contenu et des savoirs. Et nous avons eu la chance à l'automne d'accueillir Gilles Kepel comme grand témoin d'une action collective que nous menons avec les libraires de l'Est parisien, Librest, cette librairie sur un périmètre assez restreint. Nous avons créé un festival qui s'appelle le Festival Esprit Libre, qui est un festival de sciences humaines. Et la dernière édition a eu lieu à un moment assez important, puisque c'était le week-end qui précédait la tragédie qui nous vaut cette soirée de ce soir. C'était le week-end qui précédait. Nous avions une manifestation sur 2 jours qui avait pour thème les frontières, dont Gilles Kepel était le grand témoin, qui a rassemblé une quarantaine de chercheurs de tous horizons, géographes, historiens, politologues, sociologues. Et c'est vrai que ça a été pour nous un choc d'autant plus fort de constater qu'au cœur même de la région, des quartiers dans lesquels nous exerçons notre métier, a pu avoir lieu une tragédie de cette ampleur. Donc c'est pour nous très important d'accueillir et que Gilles Kepel ait accepté de nouveau notre invitation pour nous éclairer encore un petit peu plus sur ces événements et sur leur genèse. Alors j'ai ce soir comme complice et comme métier que je qualifierais de frère de la librairie Alexis Lacroix, qui est le directeur adjoint de la rédaction des pages culture de Marianne. C'est un grand plaisir de te recevoir ce soir aussi, Alexis, pour ce travail qui est le tien et qui fait que nous nous croisons régulièrement au CNL et dans quelques festivals, dans le Festival américain. Et je suis certain que cette lecture va apporter un nombre de questions qui vont nous permettre d'avancer un petit peu sur le sujet. Alors c'est vrai qu'en ce moment, au moment où Johnny Hallyday chante Place de la République, c'est à toi, Alexis, qu'il incombe de présenter l'auteur et son œuvre. Alors là, je suis sûr de rater mes effets, parce que avec une telle comparaison, on n'y arrivera jamais. Merci en tout cas beaucoup Pascal, merci au théâtre qui nous accueille, merci aussi à Librest bien sûr. Alors je vais me présenter de manière très succincte Gilles Kepel, que vous connaissez tous, de toute façon vous connaissez ses principaux travaux, vous savez qu'il est professeur à Sciences Po, qu'il anime aussi une chaire à l'École normale supérieure sur violence et dogme, une chaire dans laquelle vous développez un certain nombre de thèses qu'on va retrouver dans votre nouveau livre. Peut-être reparcourir aussi très rapidement avec vous, chers amis, les 30-35 années d'activité intellectuelle de Gilles Kepel. Il avait déjà marqué les esprits à 30 ans avec un livre qui annonçait une partie, il faut bien dire, de ce qui arrive aujourd'hui dans les territoires perdus de la République, qui s'appelait Banlieue de l'islam. Vous y montriez déjà, Gilles, le développement, à l'époque pas encore foudroyant, d'un salafisme dans ce qu'on n'appelait pas encore les territoires perdus de la République. Puis plus récemment, vous avez approfondi ce diagnostic, il faut bien dire assez pessimiste, assez déceptif, dans plusieurs livres qui ont justement marqué le débat, qui ont été aussi l'occasion de rencontres en librairie. Passion française, bien sûr, un livre important sur ce sujet. 93 aussi, qui était consacré plus exclusivement à un territoire précis, un département précis de l'espace francilien. Et puis aussi un livre qui accompagnait ces 2 démarches et qui essayait de resituer le salafisme dans la révolution arabe, dans ce qu'on a appelé plus largement la révolution arabe, un livre né d'entretien, d'ailleurs que vous avez lu aux 4 coins du monde arabe et qui s'appelait Passion arabe, qui a recueilli aussi un grand écho. Alors au terme d'une année, l'année 2015, dont nous sommes sortis avec beaucoup de soulagement et qui a été marquée par un crescendo de violence djihadiste, vous avez décidé de publier un livre qui, je l'espère, tiendra mieux que Passion arabe sur notre table quand nous allons le montrer. Ce livre, vous l'avez compris, bien sûr, il s'appelle Terreur dans l'Hexagone, et vous essayez d'y analyser les ressorts de ce que vous appelez le terrorisme ou le djihadisme de 3e génération. Alors avant de vous demander quelles sont vos conclusions, parce qu'on les attend avec beaucoup d'impatience
comprendre aussi ce qui nous arrive, Gilles, je vais me permettre de lire juste un extrait de ce livre, très court, mais qui nous mettra dans l'atmosphère justement de votre réflexion. Vous écrivez, outre l'effroi qu'elle suscite, la terreur que l'année 2015 a poussée à son paroxysme est en effet destinée à ensauvager la société mécréante, jusqu'à ce qu'elle s'effondre dans une guerre civile entre enclaves communautarisées. Est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé de donner à votre livre, à votre nouveau livre, ce titre qui, il faut bien dire, fait un peu froid dans le dos, et qui est le titre de Terreur dans l'Hexagone? Merci à tous deux, merci à toutes et à tous aussi d'être là par ce soir glacial. Il fait déjà très froid. Je voudrais, avant de vous répondre, Alexis, vous remercier pour votre question, remercier les libraires. C'est très important pour nous qui publions des livres en général, et en sciences humaines en particulier, d'avoir le soutien des libraires, parce qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des livres qui sont plus difficiles à faire passer, et Alexis, vous l'avez rappelé, ces 5 dernières années, je me suis beaucoup investi avec le soutien de l'Institut Montaigne dans un certain nombre d'enquêtes sur les quartiers populaires, que ce soit l'année que j'ai passée à Clichy-Montfermeil en 2010, 5 ans après les émeutes, pour essayer de faire une sorte de biopsie du phénomène des émeutes de 2005, pour les comprendre. 93, que vous avez évoqué, Passion française, des livres qui ont eu beaucoup de mal à rencontrer leur public, la presse, parce que, au fond, on préférait ne pas voir ce qui se passait là-bas. C'était mieux d'oublier tout ça, penser que ça ne se produirait pas, et de toute façon, les Cassandre, Képéloïdes, qui restent dans leur université, etc. Et puis là, 2015 rend impossible cette démarche d'autruche, d'une certaine manière. Ce qui fait que aujourd'hui, ce livre-ci a rencontré bien sûr un public assez vaste, tout à fait incroyable pour ce type d'ouvrage du reste, et dont je suis heureux de pouvoir rendre aux libraires ce qu'ils ont acquis. Donc il y a une dimension vertueuse dedans, et je vous remercie beaucoup de votre soutien, en particulier libraire. Vous l'avez rappelé, d'autant plus que vous êtes au cœur des quartiers qui ont été ciblés par Daesh, ou qu'on l'appelle Daesh, au mois de novembre. Mais on peut d'ailleurs se féliciter des chiffres du livre, hein, puisque j'en parlais. D'ailleurs, je le remercie vivement au passage avec Jean-Charles Grunstein de chez Gallimard, mais le livre a atteint 110 000 exemplaires de tirage, ce qui est considérable pour un livre de sciences humaines, d'autant plus pour un livre aussi sérieux. Et on l'a vu, nous, dans ces 2 semaines qui précédaient Noël, hein, puisque le livre a été avancé, la date de sortie du livre a été avancée au 16 décembre, et ça a été immédiat. Oui, d'une certaine façon, c'est un autre sujet qui met en même temps, je crois qu'il y a, si vous m'avez demandé mes conclusions, mais je préférais d'abord vous donner mes hypothèses, parce que les conclusions en sciences humaines, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'on a au moins 50% de chances de se tromper. Vous avez raison, commençons par le commencement, les hypothèses d'abord. Et je crois qu'il y a, j'étais là, je sors frigorifié, c'est pour ça que vous m'avez vu m'alcooliser chaud tout à l'heure. Je viens de passer 1 heure à la République, dans le studio, sous une tente de BFM non chauffée, et à la stupéfaction générale, il n'y avait personne, place de la République. Mais pourquoi? Parce que je crois que notre société n'est pas dans la commémoration. Et elle met en doute ceux qui sont les architectes de la commémoration, les spéculateurs de la commémoration, je crois. En revanche, bien sûr, elle est dans l'action, et c'est pourquoi ce livre n'est pas du tout pessimiste, contrairement à ce que certains disent. C'est un livre qui est réaliste, qui est analytique, et qui essaye d'expliquer. Alors, on m'a rapporté que un des plus hauts responsables de notre gouvernement aurait dit aujourd'hui « expliquer, c'est déjà excuser ». Si ces paroles sont exactes, c'est effarant.
C'est absolument effarant. Parce que expliquer, ça n'est pas du tout expliquer. Ce n'est pas du tout excuser. Expliquer, c'est tenter de comprendre. Et comprendre, c'est ce qui est nécessaire pour l'action. Alors justement, on ne va pas polémiquer forcément avec ce haut membre du gouvernement qui est peut-être reconnu par nos auditeurs. Un mot peut-être de la démarche analytique justement de vos hypothèses. Une de vos hypothèses centrales dans le livre, je la résume et vous allez ensuite bien sûr nous la développer à Pascal et moi et à nos auditeurs, c'est qu'il y a eu en 2005 un tournant dans l'infiltration de la société française par le djihadisme, un tournant que vous référez à l'émergence d'une troisième génération de djihadistes, en l'occurrence pas liés à Al-Qaïda, mais en revanche ils ont eu un théoricien qui est extérieur bien sûr au paysage français, mais qui a exercé sur les djihadistes français et les recrues potentielles une influence intellectuelle décisive. C'est un homme qui est un syro-espagnol du nom de Abou Moussab al-Souri. Vous référez notamment à son texte fondateur, ou pour aller très très vite, mais il développe l'idée que désormais le djihadisme, pour être réellement efficace, doit fonctionner de manière non pyramidale, mais horizontale, c'est-à-dire d'une manière différente de celle d'Al-Qaïda, qui se rapproche en l'occurrence de ce qui deviendra Daesh. Est-ce que je vous résume correctement? Oui, c'est, si l'on peut dire, puisqu'il y a sans doute ici un certain nombre d'anciens gauchistes, c'est Gilles Deleuze contre Lénine, si vous voulez. Quand j'ai dit ça, j'imagine que le malheureux Deleuze va se retourner dans sa tombe. Ouais, pour être plus exact encore, un mélange de trotskisme et de Deleuze. Hein. Ah, c'est pour ça que ce texte m'a intéressé, comme ancien trotskiste. Voilà. Mais relapse, rassurez-vous, apostat. Et oui, alors il y a ça, bien sûr, qui joue un rôle important. C'est-à-dire que ce livre est bâti essentiellement sur l'analyse d'une décennie, 2005-2015. On avait pensé l'appeler au départ 10 ans qui ont bouleversé la France. C'était un décalque du 10 Days That Shook the World de... comment s'appelle-t-il d'ailleurs? John Reed. Voilà, John Reed. On voit que les libraires complètement des réflexes. De John Reed, donc vous avez bien sûr... sur la Révolution d'octobre. Mais Olivier Salvatore, mon lecteur chez Gallimard, à qui je tiens à rendre hommage ici, après avoir lu le livre, m'a dit qu'en fait, ce que faisait ce livre, c'était rendre compte de ce phénomène, fournir justement l'explication, terme apparemment haï désormais dans notre République, et fournir la genèse. Donc, non pas que je me prenne pour Dieu, hein, vous avez bien compris, je suis athée, je le reste, et je le proclame, mais essayer de trouver l'enchaînement des causalités, la concaténation, l'isnad pour les arabisants de ce phénomène. Et ces 10 années, c'est ce que vous avez dit, Alexis, c'est-à-dire 2005, janvier 2005, c'est le moment où Abou Moussab al-Souri met en ligne 1600 pages d'un bouquin qui s'appelle « Appel à la résistance islamique mondiale » en arabe, « Da'wa al-Muqawama al-Islami al-Alamiyya », qui va créer cette espèce de djihadisme réticulaire, ce djihadisme en essaim, si vous voulez, qui sera, d'une certaine façon, la troisième phase, la phase de l'Aufhebung, du dépassement, de la contradiction, de la négation de la négation, d'une dialectique du djihadisme, qui naît à partir de 1979 avec l'invasion soviétique en Afghanistan, première phase, au moment de l'affirmation, avec comme théoricien palestinien, frère musulman, qui s'appelle Ardan Azzam, comme texte fondateur, un bouquin qui s'appelle en arabe, un petit bouquin que personne ne lit, mais que j'ai trouvé un jour à Kaboul, dans la bibliothèque de l'hôtel intercontinental ruiné, et qui s'appelait El Haq al-Qafila, c'est-à-dire accompagne, suit, rejoint la caravane du djihad, et comme mode principal de propagation, alors ça maintenant c'est au musée de paléontologie, quelque chose qui s'appelait autrefois le fax. Et oui, il y a eu un truc qui s'appelait le fax. Et donc là, l'objectif c'est un djihad qui est payé par les pétromonarchies,
trained and equipped, équipé, armé par la CIA, et qui a pour but de faire tomber l'armée rouge qui a envahi l'Afghanistan, et aussi d'allumer un contre-feu sunnite au chiisme khomeiniste qui prétend à ce moment-là prendre, si vous voulez, l'ascendant sur le musulman du monde comme figure révolutionnaire. Ce djihadisme fonctionne assez bien puisque le 15 février 89, l'armée rouge quitte Kaboul, défaite. Si vous permettez une anecdote, dans les amphis de culture générale, qui sont la seule chose qu'on me laisse faire encore à Sciences Po aujourd'hui, parce que les études arabes ont été détruites dans cet établissement en décembre 2010 par feu Richard Descoings. C'est le mois où Mohamed Bouazizi s'immole par le feu, ce qui montre la vision de nos hauts fonctionnaires exceptionnels. Pour le reste, vous lirez le livre Ricci, en forme de toutes les librairies. Et donc, vous êtes en forme ce soir. Le grog a bien fonctionné, on dirait. Pas de raison. Je suis sur mon territoire de la République qui n'est pas perdu, contrairement à ce que disent certains. Et car ça, c'est une démarche pessimiste, la mienne, pas du tout pessimiste. Et donc, néanmoins, cette première phase du djihad va c'est pour ça que c'est pas juste de l'histoire, vraiment c'est intéressant, va jusqu'en 97 en Algérie, quand un groupe hyper violent, qui est le GIA, finalement est exclu de la société, y compris de ceux qui le soutenaient, parce qu'il commence à tuer tout le monde. Et il faut y penser parce que c'est, à mon sens, l'une des explications de ce qui se passe chez nous le 13 novembre. À mon avis, c'est une hypothèse à vérifier, monsieur, ça va trop loin, et ça va bon, la blague sur Sciences Po, qu'entre-temps j'ai oublié, c'est que, généralement, je demande aux étudiants que s'est-il passé le 15 février 89, c'est par l'armée rouge de Kaboul. Donc, les malheureux qui n'étaient pas nés, maintenant, regardent leurs chaussures, etc. Bon. Et puis, je dis, c'est normal que vous ne sachiez pas, puisque vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé le 14 février 89. Erreur, non pas dans l'Hexagone. Vous avez semé la terreur ici aussi. Erreur à Sciences Po, et dans Sciences Po. Et bon, il y a toujours une étudiante, depuis le mariage pour tous, éventuellement un étudiant aussi, qui dit, monsieur, c'était la Saint-Valentin. Je dis, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais, en rougissant, en gloussant, mais je dis, c'est vrai, mais c'était aussi le jour de la fatwa de Salman Rushdie, de Khomeini, contre Salman Rushdie. Parce que c'était un élément, ça c'est intéressant, parce que Khomeini a fait la fatwa la veille pour prendre toute l'attention médiatique, et on ne s'est pas intéressé à l'événement le plus important qui était le lendemain, parce que la géopolitique du monde change à ce moment-là. Bien sûr, le destin de Rushdie est intéressant, désastreux, ou comme on veut, mais la chose importante, c'est le 15. Mais on voit bien comment la machine médiatique cache le facteur de réalité. De même, le 11 septembre, c'est quelque chose qui bouffe les médias, mais qui ensuite, en réalité, ne va pas avoir d'impact véritable sur la mobilisation. Et ça, c'est ça qui va expliquer la troisième génération. Alors, donc, première génération, djihad territorial contre l'ennemi proche, ça échoue pour des raisons qui m'ont beaucoup fait penser au 13 novembre, en 97, avec quelqu'un d'ici. Ensuite, deuxième phase, la phase de la négation, si vous voulez, si on suit une bonne dialectique hegelienne, le moment où Ben Laden dit non, il faut faire le djihad contre l'ennemi lointain, contre l'Amérique, pour que les masses arabes n'aient plus peur de se révolter, parce que les laquais de l'impérialisme, les Moubarak, les Chadlis, etc., contre lesquels elles se battent, ont un maître faible qui n'est en réalité qu'un colosse au pied d'argile, puisqu'on peut taper les tours jumelles, le Pentagone, etc. Et effectivement, ça a un effet de sidération exceptionnel, plus médiatique que réel, mais nous vivons dans le monde de la médiatisation. Là, c'est plus le fax, c'est la télé par satellite, c'est plus El Hab El Khafina, rejoint la caravane, mais c'est le texte de Zawahiri, Khossan, Tahtabayat El Nabi, cavalier sous la bannière du prophète, qui est le programme du 11 septembre,
mais qui est diffusé, à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, c'est très peu diffusé. Et ça marche d'une certaine manière, djihad déterritorialisé, que peut faire le bombardement de l'OTAN sur un pays qui n'existe pas, qui n'a pas de capitale, sur un djihadistan, il n'y a pas de Moscou à bombarder. Mais néanmoins, du coup, ils n'arrivent pas à mobiliser. Ils essaient de mobiliser avec l'Irak, en réaction à l'invasion de l'Irak, mais ça ne se passe pas parce que, au fond, les sunnites irakiens vont offrir l'asile à Al-Qaïda à condition qu'on en fasse une guerre anti-chiite et non pas principalement une guerre anti-occidentale. Et donc, le système ne fonctionne pas, et c'est là qu'en 2005, Souri, qui était le gars des relations publiques de Ben Laden, vous avez des images, certains d'entre sont parues en illustration de l'interview que j'ai donnée, c'est un Rouquin d'Alep, issu d'une très bonne famille, frère musulman, qui a étudié en France, donc notre université dont on dit tant de mal, le premier produit encore des théoriciens du djihadisme. Oui, après, produit Pol Pot, etc., produit aussi Souri, donc on a quand même encore un rayonnement. Vous allez encore vous faire des amis. Oui, c'est pour ça que je suis contre le fait qu'à Sciences Po, le slogan soit aujourd'hui No need to speak French to study at Sciences Po. On peut encore faire des types formidables en langue française. Des coins émignons ont tenu à mettre ça en place. Et donc, on a ce gars qui construit ça, cette troisième phase, ce dépassement, si vous voulez, à partir d'une mise en perspective des échecs de la phase 1 et de la phase 2. Ce djihadisme, effectivement, est très efficace parce que les services de renseignement ne le prennent pas du tout au sérieux. Il est passé sous leur radar. Les services sont hiérarchisés et les services français ont été excellents puisque entre 1995, c'est-à-dire la mort de Khaled Kelkal à la Maison Blanche dans la banlieue lyonnaise, et 2012, l'affaire Mera, il n'y a rien en France. Tout est arrêté dans l'œuf, étouffé dans l'œuf. Et peut-être parce qu'ils sont endormis sur leur laurier, ils n'ont pas pris au sérieux cette histoire de djihad par le bas. J'ai même une anecdote étonnante. Le livre de Souri était tout de suite 1600 pages, tout de suite traduit en anglais par une agence liée à la CIA. Et un jour, je me trouve à Londres, au Foreign Office, où la diplomatie britannique a une dimension beaucoup plus extensive, la diplomatie française. Donc vous avez de tout, des universitaires, des espions, c'est plus intéressant d'ailleurs que notre pauvre diplomatie qui, comme vous savez, a bouffé son chapeau pour la Syrie. Et lamentable. Et donc, je parle d'un des gars qui est là, de Souri, je dis qu'il soit en français, et il me dit « It does not work ». Ça ne marche pas, c'est comme just like Blue Heat, c'est-à-dire comme la Blue Heat chez vous. Et vous avez des gars du FLN qui étaient arrêtés par l'armée française, puis libérés très rapidement et renvoyés au maquis. Terreur au maquis cette fois-ci, et ils étaient tous exécutés. D'où les autres exécutés, ceux qui devaient les exécuter, et ça a donné cette situation où le FLN a failli y passer. Cela étant, ils ont gagné à leur manière, mais avec du reste la tendance la plus militariste, et ça n'est pas pris au sérieux. Pas pris au sérieux, parce qu'ils ratent cette révolution. Pourtant, il y a encore, vous allez voir, je suis obsédé par la Saint-Valentin, il y a encore une autre Saint-Valentin très importante dans cette histoire, qui est celle de 2005. 14 février 2005, que se passe-t-il? Bon, c'est utile de regarder vos chaussures. Il y a une chose importante pour notre sujet, mais ce n'est pas la question, qui est l'assassinat de Rafik Hariri. Et une autre beaucoup plus importante, c'est le jour où YouTube est enregistré au registre du commerce de Californie. Et donc, janvier, Souri, 15 jours plus tard, ou je ne sais pas exactement quel jour c'était mis en ligne, YouTube, ce qui veut dire que là, vous allez avoir les moyens concrets que le système réticulaire par le bas fonctionne, sinon ça ne marchait pas. Et les services ne l'anticipent pas, ne comprennent pas. C'est-à-dire vous avez le voleur qui est bien avant le gendarme. Et le fonctionnement en essaim, c'est quelque chose qui est aujourd'hui la base de l'entreprise 3G, justement, de la Silicon Valley. C'est pas comme ça qu'on ne fonctionne pas dans la Silicon Valley avec une hiérarchie.
qui mange des initiatives, qui oblige à reporter, qui est toujours ordre et contre-ordre. Et ça, c'est tout à fait fascinant, c'est-à-dire la manière dont ce type de mouvement a réussi à s'inscrire dans une sorte d'hyper-modernité, d'où son accès aux jeunes, etc., d'où, après, ensuite, vous avez YouTube et Twitter, n'en parlons pas. Donc ça, c'est le premier élément. C'est très important de le comprendre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi ça se passe surtout en France. Qu'est-ce qui fait que la France est devenue, nous qui n'exportons plus grand-chose, nous sommes le premier exporteur de djihadistes. C'est quand même quelque chose bien en chiffres absolus. Les Belges sont meilleurs en chiffres relatifs. Et pourtant, les deux pays sont très différents. Nous sommes jacobins, centralisés. Nous avons inventé cette chose extraordinaire qu'est l'ENA, que le monde entier nous envie. Alors que les Belges, eux, c'est un millefeuille, il y a 15 niveaux de responsabilité, les Flamands ne parlent plus aux Wallons qui ne parlent plus aux Flamands, et j'étais à Molenbeek l'autre jour, capitale du djihad mondial, donc désormais, et avant à Schaerbeek, alors Schaerbeek, tout est en turc, il n'y a plus que les noms, les rues qui sont en néerlandais et en français, et à Molenbeek, aussi, on est dans un autre univers. Vous avez une juxtaposition communautaire qui est justifiée par les juxtapositions communautaires de la société. Il n'y a plus de modèle belge. Belge, il y a Flamand, Wallon, Bruxelles, Molenbeek. Ici, c'est le contraire. Ici, on a un système pyramidal qui est très peu inclusif, avec une coupure qui s'est accrue et qui, à mon avis, va être la révolution de 2016, entre la classe politique et la société. Avant de fermer le portable tout à l'heure, j'ai vu l'alerte de Libération, appel pour une primaire à gauche. Appel pour une primaire à gauche, c'est pas très compliqué de savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire on veut plus de Hollande. Et il y en a quelque chose qui me semble très important parce que 2015, par-delà son horreur, inqualifiable qu'il ne s'agit pas d'excuser, même s'il faut l'expliquer, a pour objectif, peut-être pour conséquence, de nous obliger à repenser ce qui se passe dans la société française et de la transformer. Nous sommes quand même aussi le seul pays qui n'a pas redémarré avec un pétrole qui, aujourd'hui, l'année dernière, 5% du PIB mondial allait au pétrole. Aujourd'hui, 2,5%. Taux d'intérêt à zéro, ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'y a aucune confiance dans l'avenir. Tous les pays européens ont redémarré, pas nous.